Merci de nous rejoindre pour le dernier débat de cette grande soirée spéciale législative que vous propose ce soir donc France 3 Bretagne et France Bleu. Valérie Lenigène de la rédaction de France Bleu Brésil est revenue pour m'accompagner. Bonsoir Valérie. On va s'intéresser donc ce soir à la 5e circonscription du Morbihan, celle de Lorient. Et voici justement une présentation rapide de ce territoire avec quelques éléments chiffrés préparés ce soir par Gilles Lemorvan. 5e circonscription du Morbihan, Groix devant, et puis en face, Lorient, poumon d'un territoire de 108 000 habitants avec son port de Quiéroman, deuxième français, mais secoué par la crise de la pêche. Sont passés par là Brexit, hausse du gasoil, plan de sortie de flotte, fermeture du golfe de Gascogne. La filière emploie 3700 personnes, les temps sont durs. Alors aux européennes, Lorient a pris une vague, l'ancien fief de Jean-Yves Le Drian a voté d'abord extrême droite sur la circonscription, 24% pour le Rassemblement national, 20% PS place publique, 17 majorité présidentielle, suivent Europe Écologie, LFI et les Républicains. En 2022, c'est la macroniste Lisiane Métayer qui s'était imposée de peu, 1000 voix d'écart avec Damien Girard, candidat de la NUPES. Cette fois, face à la députée sortante, l'écologiste Nouveau Front Populaire compte bien remonter son retard. Avec la percée du RN, on pourrait se diriger vers une triangulaire. Et avec nous ce soir, les 4 candidats. Lisiane Métayer, vous êtes la députée sortante Renaissance, investie par la majorité présidentielle. Damien Girard, vous êtes le candidat du Nouveau Front Populaire, investi par Europe Écologie Les Verts, EELV. Vous êtes aussi conseiller départemental, municipal et communautaire. Avec nous également Aurélie Le Goff, candidate du Rassemblement national. Vous êtes conseillère régionale et avocate au barreau de Lorient. Et puis en face de vous, Blandine Pierron. Merci d'être avec nous. Candidate investie par Lutte ouvrière. Vous étiez déjà candidate sur cette circonscription aux dernières législatives en 2022. Vous êtes auxiliaire d'éducation, vous accompagnez les élèves handicapés au sein des écoles. Oui. Alors, elle sera justement pour vous la première question que l'on va poser pour ce débat, une question politique. Lutte ouvrière a investi dans de bon nombre de circonscriptions bretonnes des candidats. Pourquoi ? Une question toute simple. Pourquoi vous n'avez pas rejoint le Front populaire, représenté ici par Damien Girard ? Alors, on s'est effectivement présenté dans toutes les circonscriptions bretonnes, car nous souhaitons, on l'a fait pour que les travailleurs puissent défendre leurs intérêts. Ils ne sont pas défendus par le Front populaire, alors, voilà, si vous voulez, nous, on se présente contre Macron et le Rassemblement national, notamment le Rassemblement national qui divise les travailleurs. Mais qui vote en majorité qui vote en majorité pour le Rassemblement national. Qui dresse les travailleurs les uns contre les autres. Mais nous ne faisons pas confiance au Front populaire qui a... on a déjà essayé au gouvernement et qui a trahi les intérêts des travailleurs au profit de la bourgeoisie. Le barrage au RN, ce n'est pas votre priorité ? Alors, nous, notre priorité, c'est que les travailleurs reprennent conscience de leurs intérêts et confiance en leur lutte pour pouvoir se défendre, et notamment par rapport à la catastrophe qui est devenue nos vies à cause du pouvoir d'achat, et aussi de la menace de la guerre. Damien Girard, le Front populaire accueille aussi une gauche radicale, le NPA de Philippe Poutou. Il y a la France insoumise qui pose question, qui peut même inquiéter certains électeurs de gauche plus modérés. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous les rencontrez sur les marchés ? Simplement que toute la gauche est réunie, ou quasiment. Et qu'on va effectivement du Parti socialiste, de Raphaël Glucksmann à France insoumise, et que cette gauche, elle a su s'unir dans un moment qui est extrêmement important, puisque c'est la continuité de notre République qui est en jeu, avec la possibilité... Il n'y a pas un TSM aujourd'hui, tout sauf Mélenchon. Non, je ne crois pas. Et clairement, il faut aussi se dire que le Premier ministre qui rassemblera l'ensemble de la gauche, le nouveau Front populaire, sera celui qui sera capable d'être suffisamment consensuel. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'apparaît pas comme ce Premier ministre-là. Donc, il ne faut pas que les électeurs de gauche se trompent. Le nouveau Front populaire rassemble l'ensemble de la gauche et l'avenir, il est là. Allez, on va aborder le premier thème de ce débat. Quel avenir pour nos pêcheurs bretons et ceux de votre circonscription à court et à plus long terme ? On dit souvent que le vote RN est un bon baromètre, un bon thermomètre. Et bien justement, le scrutin des européennes a montré justement une réelle anxiété qui traverse aujourd'hui le monde de la pêche. Première inquiétude à laquelle il faudra répondre très rapidement, le poids de la facture carburant dans les trésoreries de chaque armement. Je vous propose d'écouter justement ce témoignage, celui de Jérémy Margollet, un pêcheur que nous avons interrogé il y a plusieurs semaines à l'occasion de l'émission Réseau Enquête diffusée sur France 3. On l'écoute. Parce que quand on part le lundi matin, juste le fait de sortir le bateau, on part pour la semaine pour bosser, on est obligé au moins de gagner 10 000 euros. Rien que pour le gasoil. Avant de pouvoir dire, on rembourse un emprunt du bateau et on paye les gars.
C'est 40 000 euros par mois à peu près de carburant? Au moins 40 000 euros. La facture, elle a augmenté de combien ces dernières années concernant ce gasoil? Bah, elle a doublé, hein. Largement doublé. Largement doublé. Voilà, ça a doublé. Lisiane Métayer, pour la majorité présidentielle, l'aide du gouvernement de 20 centimes par litre de carburant s'arrête dimanche. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Juste avant, je voudrais préciser que je représente Ensemble pour la République et non pas que le parti Renaissance, qui va des sociodémocrates à la droite gaulliste. Vous êtes bien important. la majorité présidentielle. Oui, mais c'est pour vous dire qu'en fait, les États républicains est large et je voulais quand même avoir le temps de... Alors, les ristournes, est-ce qu'on les maintient? Est-ce qu'on les prolonge? Alors, actuellement, effectivement, nous avons accompagné la filière pêche, j'entends la filière, enfin, et les marins-pêcheurs pour cette aide gasoil, pour passer en fait les crises successives qui ont été rappelées dans votre reportage. Aujourd'hui, il faut continuer d'accompagner les marins-pêcheurs. Ils ont besoin d'être accompagnés pour qu'on puisse assurer la transition écologique qu'on a nécessité de faire pour la décarbonation des bateaux. La décarbonation des bateaux, ça va prendre du temps. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas abandonner nos marins-pêcheurs. Mais là, ça s'arrête dimanche. Je sais. Aujourd'hui, je suis députée sortante, mais c'est un sujet en fait sur lequel je m'engage en fait à continuer. Il s'agit certes d'énergie fossile. On veut aussi en fait diminuer les énergies fossiles, mais nous avons le temps court, c'est le temps présent pour sauver en fait nos marins-pêcheurs, pour accompagner les pêcheurs dans le temps long. Alors Aurélie Le Goff, le pouvoir d'achat pour le Rassemblement national est un grand thème de campagne. Vous avez fait justement une proposition, exonération de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Est-ce que vous n'allez pas un peu casser l'ambiance dans les équipages lorientais? Il y aura, au même équipage, il y aura un jeune pêcheur de moins de 30 ans qui ne paiera pas d'impôt et un pêcheur de plus de 40 ans qui en paiera. Eh bien, nous pensons que les jeunes sont notre avenir et qu'il ne faut pas hypothéquer notre avenir. Et par conséquent, cette mesure ne me paraît pas injuste, puisque les conditions ne sont pas les mêmes pour un jeune que pour une personne un peu plus expérimentée. On reste sur cette question de carburant. Damien Gérard, moderniser la flottille, donc les remplacer par des bateaux plus économes en énergie, vous êtes pour des questions d'écologie. Mais bon, actuellement, les règles européennes empêchent de modifier la jauge d'un bateau que l'on remplace. En gros, on ne peut pas en faire construire un plus grand. L'idée de Bruxelles, c'est d'éviter une augmentation des prises. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose? Clairement, il faut adapter notre flotte. C'est aussi les étraves, de façon à ce qu'elles consomment moins. Il faut aussi changer un ensemble de techniques de pêche pour qu'on aille vers des techniques de pêche moins consommatrices d'énergie. Ça, c'est extrêmement important. Je voulais juste revenir sur deux choses que j'ai entendues tout à l'heure. Un, le président de la République, en dissolvant l'Assemblée nationale, a arrêté un ensemble de travaux et c'est irresponsable. Et on le voit sur la pêche, ce que ça génère. Et deux, si on arrête de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État en baissant toutes les TVA, en enlevant les fiscalités. Les restrictions, vous les prolongez. L'État n'a plus de capacité. Le Conseil d'État pour que les pêcheurs ne puissent plus pêcher dans le golfe de Gascogne, c'est aussi brutal que la dissolution de l'Assemblée nationale. À agir et développer des services publics, et y compris accompagner les pêcheurs. Donc vous prolongez les ristournes? Il faut les prolonger dans la période, le court terme, mais il faut arrêter de mettre du sparadrap sur les jambes de bois et aller vers des mesures structurelles de façon à ce qu'on aille vraiment vers la décarbonation. Alors justement, sur les questions que je vous posais, sur la jauge par rapport à Bruxelles, c'est-à-dire que vous voudriez qu'on puisse changer de bateau avec un plus grand bateau? Si le bateau est plus grand pour qu'il soit plus confortable pour les pêcheurs, mais qu'il ne génère pas plus d'intensité de pêche, parce qu'il nous faut préserver la biodiversité plutôt que d'aller vers des systèmes de quotas, ce genre de choses. Donc oui, on peut augmenter les jauges sans augmenter la pression et l'effort de pêche. Je vais donner la parole à Blandine Piron pour Lutte ouvrière. Merci Votre beaucoup. regard sur cette crise que traverse la pêche. Est-ce qu'il faut aider encore urgemment les pêcheurs, les armements? Je vais répondre un peu différemment, parce qu'à la pêche, comme dans tous les secteurs, il y a des gens qui travaillent et d'autres qui les exploitent. Je m'explique. Il y a les matelots et les artisans à la pêche artisanale, les côtiers, d'un côté, et d'un autre côté, les gros armateurs, les banquiers, c'est les gros armateurs de bateaux. Et le poids, en fait, du carburant, du gasoil, n'est pas le même pour les uns et les autres. Donc, il faut certainement soutenir les patrons artisans et les matelots, déjà pour qu'ils aient suffisamment de quoi vivre. Mais en revanche, je veux dire, il y en a qui en profitent. Si vous voulez, alors, on a compris que vous étiez pour un rééquilibrage. Un autre dossier. Non, je ne suis pas pour un rééquilibre. Je suis pour que ceux qui travaillent dirigent la société. Mais vous voulez plus de patrons de pêche? Non, vous voulez plus de patrons de pêche? Plus de patrons. Mais non, les patrons de pêche, ils travaillent. Les pêcheurs. Mais c'est eux qu'on aide, non, aujourd'hui? Comment? C'est eux, ce sont les responsables des armements. C'est pas la pêche que vous aidez aussi, qui emploie 200 marins?
c'est aussi l'ASCAPESH. Et c'est par là aussi tout ce qu'il y a derrière la filière, c'est-à-dire les entreprises de mareyage, le conditionnement, etc. Et pour finir à la grande distribution, tous les travailleurs, je termine juste, excusez-moi, tous les travailleurs de ces secteurs, en fait, ont intérêt à s'allier entre eux, à s'unir pour renverser ceux qui les exploitent. Alors, autre dossier qui a provoqué incompréhension et colère dans les ports bretons, et notamment l'Orientais, c'est cet hiver, pendant un mois, dans le golfe de Gascogne, dans une zone allant du Finistère jusqu'aux côtes espagnoles, certains bateaux ont eu interdiction de pêcher, une mesure radicale pour préserver les dauphins. 10 000 d'entre eux, pris dans les filets, meurent chaque année dans cette zone. Damien Girard, juste avant la fermeture du golfe de Gascogne, la pêche, vous avez en plein hiver embarqué avec David Lequintrec, un patron de pêche qui est bien connu à Lorient pour ses coups de gueule. France Bleu était aussi à bord, peut témoigner que vous avez été bien malade. Est-ce que ça vous a amené à échanger avec lui et est-ce que du coup vous souhaitez qu'on arrête ces suspensions de pêche ? Oui, effectivement, si on veut comprendre ce que sont le quotidien de ce type de métier, et notamment des pêcheurs, je pensais que c'était extrêmement important d'embarquer et de faire une marée avec un pêcheur, et donc je l'ai fait avec David Lequintrec. Depuis le départ, et je l'ai toujours dit, moi je considère que l'arrêt de pêche pour les cétacés est une erreur parce que ça met en danger l'ensemble de la filière, notamment la filière aval, mais comme la filière amont en réalité. Et donc il nous faut trouver des solutions qui en même temps préservent la biodiversité parce qu'on doit préserver les espèces et notamment les cétacés, les populations de cétacés, et en même temps préserver l'activité pêche et tout ce qui va avec. Donc il faut qu'on trouve des solutions en mettant les pêcheurs au milieu du sujet, tout en écoutant les scientifiques. Il est hors de question de dire aussi qu'il n'y a pas de problème avec les populations de cétacés. En réalité, il y en a. Alors Aurélie Le Goff, justement, sur cette interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne, vous la maintenez parce qu'il est question de la renouveler pour 2025. Est-ce que vous la maintenez ou pour vous, ce sont des contraintes qu'il faut désormais absolument abolir ? Alors, la décision du Conseil d'État est symbolique de l'offensive donc incessante du lobbying écologiste sur les pêcheurs qui sont déjà soumis à de lourdes contraintes administratives et environnementales. On a effectivement eu une interdiction de pêcher dans le golfe de Gascogne pour préserver les dauphins de toute pêche accidentelle. Il ne faut pas oublier que les pêcheurs prennent déjà des mesures pour éviter ces pêches accidentelles, notamment en utilisant des effaroucheurs. Donc vous pensez pas besoin de règles, ils peuvent se débrouiller. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que on voit bien. Voilà, pour quelques dauphins qui vont être sauvés, finalement, on va mettre en danger la pêche. Lisiane Métayer pour la majorité présidentielle. Cette décision a été brutale. On parlait de brutalité pour la dissolution. Cette décision a été brutale. J'ai eu les marins-pêcheurs qui m'ont appelé pendant les fêtes. J'étais la seule élue pendant les fêtes, à leur côté, en fait, pour qu'ils me parlent en fait de ces sujets. Je suis fille de marin-pêcheur, petite fille de marin-pêcheur. Et arrière-petite marin-pêcheur, mais le jour où il y avait les problèmes, où il n'y avait pas les caméras, effectivement, quand on met le bateau à pied, le bateau, en fait, sur un bateau de pêche, c'est moi qui étais là, en fait, pendant les vacances de Noël. Et je les ai écoutés. Et effectivement, en fait, alors qu'on avait obtenu, le gouvernement avait obtenu cette dérogation de pouvoir pêcher dans le golfe de Gascogne en s'équipant de tous les matériels pouvant effaroucher les petits cétacés pour éviter la capture accidentelle, je trouve que c'est vraiment anormal qu'on ait fait subir ça à nos marins-pêcheurs. Et moi, je travaillerai pour qu'il y ait une pêche, en fait, des décisions pluriannuelles, en fait, de la pêche. Et je voudrais juste rajouter une chose par rapport aux jeunes de moins de 30 ans, en fait. Vous avez posé la question. J'imagine les marins-pêcheurs, ceux qui n'ont déjà pas la possibilité d'avoir des quotas parce qu'ils viennent d'acheter leur bateau de pêche et qui ne bénéficient pas de l'ancienneté, mais c'est pas possible de leur, en plus, en fait, de leur imposer ces sujets. Nous voudrions aussi vous entendre sur un sujet qui fait polémique à Lorient. C'est le port de Kéroman qui va exporter son savoir-faire pour construire et gérer un port à Oman, dans le golfe Persique. Donc les porteurs du projet imaginent donc d'amener à Lorient par avion cargo du poisson pour faire vivre les mareyeurs et les conserveries. Alors il faut avoir en tête quand même qu'en France, 80% du poisson, des produits de la mer que nous consommons sont importés. Alors, que pensez-vous, Damien Girard, donc pour le Front Populaire, que pensez-vous de ce projet ? Est-ce que c'est un bon projet, exporter un savoir-faire et en retour autoriser des poissons du golfe Persique
arriver comme ça à la criée de l'Orient? Je crois que beaucoup de Lorientais m'ont entendu sur la question, parce que j'ai fait émerger ce sujet, notamment pour défendre les pêcheurs ici. Ce qu'on a besoin, c'est de défendre nos pêcheurs de façon à ce qu'ils continuent à avoir une activité, pas de créer... Donc c'est un bon partenariat et pas créer une concurrence supplémentaire en faisant venir du poisson d'ailleurs. Effectivement, on a déjà du poisson qui vient d'ailleurs en France, notamment ceux qui liés à la crevette, la morue ou le saumon d'élevage. Et clairement, il faut redévelopper des pratiques de consommation de poissons locaux et il faut accompagner nos pêcheurs pour qu'ils aient une pérennité. Pas créer de la concurrence supplémentaire, mettre de l'argent public dans ce projet-là est aberrant. Et clairement, on ne peut pas comprendre les décideurs publics quand ils ont pris ces décisions. Alors, le mangeons français, c'est ce qu'il y a dans le programme aussi du Rassemblement national. Aurélie Le Goff, on fait comment pour inciter les Français à consommer du poisson français? Ils regardent leur porte-monnaie aussi. Ça coûte cher aujourd'hui. Eh bien, on soutient les pêcheurs, notamment en leur accordant des avantages fiscaux sur le carburant qui représente quand même une grande Les consommateurs, part comment on fait? Et de toute façon, si le coût de production est moins élevé, évidemment, les consommateurs seront les premiers à en bénéficier. Il y a des Lisiane qui se sont Métayer mises en place, pour la majorité présidentielle. Tels que Breizhmer, en fait, justement, pour que les consommateurs aient un autre comportement. Ils consomment aussi des poissons, en fait, de nos côtes, plutôt que d'aller, en fait, chercher, en fait, des poissons à l'importation. Certes, on en a besoin pour notre souveraineté alimentaire, vous l'avez rappelé. 80% viennent d'exportation de poissons, d'importation de poissons. Mais alors, je voudrais vous parler de Kéromane, puisque c'est le sujet. Oui. En 30 secondes, même pas. Allez-y. Kéromane, en fait, c'est un projet, c'est un programme maintenant d'exportation de savoir-faire français. Nous devrions être fiers en fait d'avoir de l'exportation, puisque dans le cahier des charges, si vous avez bien lu et comme vous êtes à l'administrateur à la SEM de Kéromane, vous connaissez parfaitement ce sujet, il n'y a pas un seul mot sur l'importation de poissons. C'est dans le statut de la structure. Non, vous le savez très bien. C'est de la désinformation et ça, on doit la vérité à notre territoire. L'importation de poissons, c'est dans les statuts. Alors on tranche. On peut trouver sur Internet. 20 secondes. Et après on passe au climat. Manger français, ça va être compliqué, franchement. Parce qu'on ne va pas vraiment manger grand-chose. Hein. Alors, je voudrais dire autre chose par rapport à... moi, ça ne me dérange pas que le savoir-faire des travailleurs, des pêcheurs ici, soit transféré, soit donné, partagé avec Oman. C'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est qu'une poignée d'entrepreneurs ait décidé tout seul de faire ce port au mépris, en fait, des conditions de travail là-bas, au mépris du sort des pêcheurs ici, et finalement au mépris des consommateurs. Donc, c'est de l'exportation de savoir-faire. Lisiane Métayer, s'il vous plaît, on passe au deuxième thème de notre débat, consacré au climat, parce que le réchauffement climatique, précisément, est une épée de Damoclès qui oriente désormais bon nombre de politiques publiques, notamment notre politique énergétique. Alors, pour participer au défi de la décarbonation, la Bretagne parie notamment sur les énergies marines et les éoliennes en mer. À court terme, il y a justement un projet qui crispe sur le littoral morbihanais. C'est ce projet de parc éolien flottant au sud de Belle-Île, à 20 km des côtes. À terme, fournir de l'électricité pour 1 300 000 personnes. Alors, qu'en pensent les Morbihanais? Voici quelques réactions recueillies à Ardevet. La plage va perdre un peu de son charme aussi avec ce style d'installation et je ne suis pas persuadée non plus que ce soit très profitable. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Si ça permet de réduire notre consommation de pétrole, je pense que oui, c'est une bonne chose. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être fait. Oui, a priori, c'est une bonne chose. Pour le Rassemblement national, Aurélie Le Goff, vous confirmez un moratoire sur tout ce qui concerne l'éolien Oui, tout à fait. En mer. L'éolien marin est une aberration en termes de retour sur investissement. Mais du coup, vous les Français payent à deux reprises, ils payent la facture d'électricité, mais ils payent aussi les subventions qui ont servi à l'installation des éoliennes marines. Il n'y a pas de subvention sur les éoliennes marines. Dans tous les cas, ils payent concrètement, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui au consortium, la Pénavel, qui a gagné l'appel d'offres? On leur dit quoi? Vous remisez votre projet dans les cartons et on oublie? À ce jour, nous avons eu déjà un rapport qui indiquait que l'impact écologique des éoliennes marines était désastreux, qui faisait fuir les poissons, notamment les câbles marins qui émettaient des pollutions sonores et des... Et donc, du coup, concrètement, vous mettez fin au projet? La faune marine était impactée. On arrête le projet de parc éolien flottant en Sud-Bretagne. Donc, c'est entre Belle-Île et Groix, là, oui. Disons que ça mérite réflexion.
Et cette Ça mérite étude-là une n'a pas été, réflexion. la Alors, les réflexion n'a pas été câbles menée marins, jusqu'à Lisiane présent. Métayer pour la Les majorité. câbles marins, il y a 99% de nos données déjà qui passent sous la mer. Donc si on doit supprimer tous les câbles marins, on sera un peu mal au niveau de nos données. Donc aujourd'hui, nous avons la politique la plus ambitieuse Donc on continue, quoi. française, Quoi qu'il en coûte. qui nous amènera à moins 55% d'émissions de CO2 d'ici 2030 pour arriver à la neutralité carbone 2050. Ça, c'est important de le préciser. Oui. Aujourd'hui, nous devons en fait avoir un mix énergétique. Parce que nous ne serons pas en capacité d'aller sur une seule énergie. Donc nous devons aller vers le nucléaire, mais aussi vers les énergies renouvelables. Et la Bretagne va prendre sa part de responsabilité avec ce parc, le premier parc éolien offshore flottant d'Europe, qui nous permettra effectivement d'aller plus loin des terres, avec effectivement une énergie en fait qui sera plus importante. Et c'est un projet ambitieux. Damien Girard, pour notre dans le territoire. programme du nouveau Front populaire, il y a un objectif, faire de la France le leader européen, notamment pour les éoliennes en mer. Ça veut dire qu'il y aura plein de petits parcs éoliens sur le littoral breton? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on a besoin d'électricité qui viennent de sources d'énergie renouvelable dans l'avenir, peu importe les scénarios qui sont devant nous, parce qu'on consomme de plus en plus d'électricité qui vient de se substituer à des énergies fossiles, et c'est tant mieux. On n'a pas le choix pour préserver notre climat. Donc, il faut faire de cette obligation, produire de l'électricité à partir d'éoliennes flottantes, ça doit nous permettre en fait de réussir à créer de l'emploi, créer une industrie. Donc tout l'enjeu, c'est de créer le plus d'emplois possible avec ces Et quid de éoliennes. l'industrie nucléaire? Parce que vous en parlez très peu dans votre programme. Parce qu'il y a des dissensions Il n'y a avec, pas de projet avec en les communistes Bretagne, donc notamment. Je voulais juste On est continuer député, à on est un indiquer élu sur- national, on n'est pas un élu breton quand on se présente à la Oui, mais députation. la question était sur le projet éolien offshore. Donc là, simplement dire La que question sur était sur l'appel le d'offres nucléaire, là. tels qu'ils sont constitués aujourd'hui, Bon, il vous êtes y a pour du 100% 70%. renouvelable, vous? Je pense qu'on peut Ça sera y aller, impossible. mais ça ira. Il faudra avancer petit à petit vers ça. Ça sera impossible. Aujourd'hui, Et convaincre, le développement convaincre les élus communistes. Exactement. Et donc, on doit avoir du débat sur quels des- sont les coûts des différents Il faut des types de modes de propositions production réalistes. et le temps qu'il faut pour le déployer. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est la capacité à déployer très fort et très vite de l'électricité renouvelable. 5% en Landine quantité. Thiron pour Lutte ouvrière, rapidement, sur les éoliennes en mer. Pour ou Et contre? moi, je crois qu'on ne peut pas faire confiance au système capitaliste pour protéger la planète. En fait, les capitalistes se moquent autant de la planète que des hommes, autant du climat que des hommes. Donc, ce que je voulais dire par rapport aux éoliennes précisément, c'est qu'en fait, le choix des éoliennes, il n'a pas été décidé par rapport au climat. Il a été décidé pour savoir à qui ça rapporte. Un exemple, il y a des éoliennes en fait à Saint-Brieuc. Il y en a 31. Enfin non, il y en a 31, mettons. En fait, ces éoliennes-là, elles coûtent plus cher. L'électricité qui est produite est plus chère que celle qui est produite par des centrales nucléaires. Ça veut dire que C'est qui le va premier payer parc français. qui va payer la facture? À mon avis, c'est les consommateurs. Allez, on poursuit. Un monde bas carbone, c'est aussi une révolution. Regardez, dans regardez, on vous nos propose modes une image de qui illustre le transport. climat. Vous allez Regardez voir, notre image. Regardez dans cette nos image. moyens de déplacement, la voiture électrique qui commence lentement, mais sûrement à rentrer dans nos choix d'achat. Ici en Bretagne, c'est le groupe Bolloré qui croit en cette filière. Le site d'Erguigabéric, près de Quimper, va ouvrir une unité de recherche-développement pour la nouvelle génération de batteries électriques. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est venu au printemps sur place. 250 créations d'emplois, parmi lesquelles 150 chercheurs. Aurélie Le Goff, vous nous confirmez que vous êtes contre la fin des voitures à moteur thermique d'ici 2035. Vous êtes donc la candidate du Rassemblement national. Oui, tout à fait, puisque malgré Vous les aides n'applaudissez pas cette publiques- filière qui est peut-être en train de se créer en Bretagne? Alors, que modérément. Je m'explique. Le prix des véhicules électriques, malgré les aides publiques, reste vraiment rédhibitoire pour la grande majorité des Français. Beaucoup de Français n'auront pas les moyens d'acheter un véhicule électrique, malheureusement. Nous avons mis dans un programme un véhicule à et 100 le- euros par notre- mois en fait, de leasing. Peut-être, mais beaucoup ne pourront pas y accéder, malheureusement. Très limité en nombre. Les Métayer, justement, pour la majorité présidentielle. voilà. Vous voulez continuer sur cette incitation ciblée, Alors, le leasing j'ai social? été membre de la commission spéciale Industrie verte qui a porté le projet de loi Industrie verte justement pour la décarbonation de notre industrie. Donc c'est une filière importante pour la France, pour notre territoire, mais ça ne sera pas uniquement cette filière. Elle est aussi pour le temps court parce qu'aujourd'hui, si nous voulons en fait limiter l'énergie fossile, nous devons tout de suite pouvoir utiliser les véhicules électriques pour ensuite prévoir d'autres types d'énergie. Damien Girard, pour le Front populaire. Vous parlez très peu de la voiture individuelle aussi dans votre programme. Oui. La voiture électrique, c'est pas trop votre truc?
La voiture électrique, si, il en faut, parce qu'en termes de bilan carbone, sur le cycle global, c'est 2 fois moins de carbone qu'un véhicule thermique. Et d'ailleurs, rester dans le thermique, c'est rester dépendant du Moyen-Orient et de la Russie pour importer en faisant en sorte qu'on importe de l'énergie. À court terme, Simplement, on ne peut pas dire qu'on va passer sur les 35 millions de véhicules aujourd'hui, voitures individuelles en thermique et en électrique, parce que ça comporte d'autres problèmes. Il faut aussi développer les alternatives, les transports en commun. C'est pour ça qu'on propose une TVA à tarif réduit et aussi tous les modes doux. Aurélie Le Goff, le Rassemblement national, on vous entendait dire non. Oui. Alors, à court terme, on ne peut pas imposer aux gens de passer aux véhicules électriques. Faut les accompagner. Le mieux, Oui, en fait, même avec un accompagnement, vous savez, pour beaucoup de gens, beaucoup de Français, c'est difficile. Ils ne peuvent pas acheter un véhicule à plus de 2 000 euros, par exemple. Blandine Pierron, Ils pour sont conclure nombreux. sur ce La sujet. question, c'est il faut absolument que les transports collectifs soient développés. Parce qu'en fait, c'est pas possible que ce soit une voiture électrique ou une voiture diesel. De toute façon, on ne peut plus mettre de l'essence dedans. Alors, c'est pas la peine de faire de la démagogie. En fait, il faut très bien varier le mix énergétique et proposer l'hydrogène ou l'éthanol, par exemple. Ce qui est plus cher que les autres carburants en réalité. Le prix aux effets fuel, ça coûte 700 euros. Et ça permet aussi de... Pourquoi les transports collectifs se sont dégradés en fait sous la gauche et sous Macron? Ils n'ont pas arrêté de se dégrader. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut que... Le problème, on parle tout le temps d'écologie, tout ça, de climat. Non, on a travaillé sur les transports collectifs avec le service régional métropolitain et qui va être mis en place maintenant avec l'État et la région. Aujourd'hui, maintenant, c'est du comment on fait quand on ne peut pas mettre de concret. l'essence dans sa voiture pour aller travailler? Je viens vous dire que là, on vient de comment mettre on le fait service aujourd'hui, métropolitain. pas demain? Le débat entre Lisiane Métayer de la majorité présidentielle et Blandine Pierron de Lutte ouvrière. Alors, juste, il nous reste 2 minutes avant de conclure ce débat. Je voudrais terminer avec une dernière image. Regardez, c'est ce qu'on voit de plus en plus souvent pendant la saison estivale, l'arrivée de paquebots de croisière dans les ports bretons. Lorient n'y échappe pas. Il y a 11 escales qui sont prévues en 2014. C'est l'équivalent de 5000 touristes. Je voudrais avoir un petit tour de table rapide. Lisiane Métayer, c'est une belle carte postale pour Lorient? Alors, effectivement, vous avez dit, en fait, il y a une dizaine en fait, de paquebots qui viennent par an à Lorient, moins de 240 mètres, donc ce sont quand même des petits paquebots. On les voit passer, ils sont pas... Aujourd'hui, en fait, effectivement, on sait en fait les paquebots polluent plus en fait que d'autres moyens. Et je rappelle, il n'y a que 320 paquebots de croisière dans le monde. Si vous ramenez ça aux autres transports qui sont utilisés pour les touristes. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'effectivement, Lorient puisse aussi être vertueux dans l'accueil des paquebots, avec des nouvelles énergies pour les paquebots, avec l'électrification aussi à quai, qui permet en fait d'éteindre les moteurs. L'électrification à quai. C'est effectivement Damien Girard. C'est c'est un modèle du passé. On doit développer un tourisme bien plus. Oui, mais les commerçants se font des mains, ça fait des. En fait, les commerçants voient très peu ils voient très peu. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment par Audelor, et qui montrent que en fait, les personnes Le tourisme éco-responsable, paquebot, en fait, ces choix ne sont pas faits par la collectivité, par l'ensemble des populations. Et c'est ça qu'il faut qu'on impose. Parce qu'on nous fait vivre d'une certaine façon. On dit c'est pour votre bien, c'est pour votre bien, mais c'est à nous de décider ce qu'on veut développer ou pas. Les bateaux, les avions. Aurélie Le Goff pour le Rassemblement national. Des paquebots qui font escale à Lorient, pourquoi pas? Non. A priori, non. Sauf erreur de ma part, c'est un non-sens écologique. Quand on voit les épaisses fumées jaunes qui s'échappent des bateaux, on peut se poser la question de l'empreinte carbone. Et c'est un non-sens économique, puisqu'en fait, tous les services sont justement offerts par le bateau. Du transport maritime passe par la mer. Et ça ne profite pas du tout à l'économie locale. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette soirée spéciale législative en Bretagne, que vous pouvez revoir évidemment sur notre site web, sur France 3 Bretagne. On vous donne rendez-vous bien sûr dimanche soir pour la grande soirée du premier tour, à suivre sur France Bleu. Sur France Bleu Brésil à partir de 19h avec des reporters dans les mairies, dans les QG de campagne pour des infos très rapides et une vision sur les triangulaires et puis évidemment tous les résultats sur francebleu.fr pour la Bretagne. Et bien sûr sur France 3 Bretagne à partir de 19h53, grande soirée spéciale premier tour des élections législatives, 3 heures de direct avec évidemment aussi les résultats dans votre circonscription, beaucoup de réactions politiques et bien sûr des débats pour vous donner la nouvelle image du paysage politique breton. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée. Merci à vous.